Quand j'ai fait le compte ce matin, je trouvais ça beaucoup, mais c'est vrai. À part égale entre essais et fiction, et notamment de la littérature autochtone, et j'enseigne par ailleurs la traduction littéraire à l'Université de Montréal et à Concordia. Donc, bienvenue à cette table ronde qui s'intitule La traduction hors des sentiers battus, Translating Outside the Box. Donc, il sera question de traduction littéraire, bien sûr, mais de traduction littéraire un peu dans la marge, des approches singulières, soit par le sujet, soit par la forme. La rencontre se déroulera en anglais, en français et en anglais, au choix de nos invités. Et nous aurons une période de questions pour vous, pour le public, de 5 à 6 minutes à peu près. Non, de 6 à 8, pardon, je suis en train de vous grignoter du temps. De 6 à 8, mais nous prendrons le temps qu'il faut, à la fin de la rencontre. Alors, je vous rappelle aussi un petit peu de logistique. Les ouvrages des participants dont ils vont parler sont offerts à la librairie officielle du festival, qui est la librairie Paragraph Bookstore, qui est à l'espace Godin, donc en haut ici, à l'hôtel 10, dans l'hôtel 10. Ou à la table de vente à la sortie, et une séance de dédicace suivra le présent échange. Donc si vous voulez faire dédicacer vos livres, vous vous approchez des personnes concernées, et je ne leur ai pas demandé leur avis, mais elles sont d'accord. Voilà, je garde la porte ici. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi commenter l'activité sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic Met Bleu 2022 ou BlueMet 2022 en anglais. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités. Émilie Laramé. Émilie Laramé est née au fond des bois, dans les Laurentides. Avide de découvrir le monde, elle a quitté sa forêt natale pour aller vivre à Montréal, Paris et Londres, avant de déposer ses valises à Gatineau. Ses traductions ont été publiées dans les revues Brin d'éternité, Galaxy SF et Solaris, ainsi que dans le collectif Futur chez Triptyque en 2020. Elle a également publié la traduction d'un recueil Rêves de drones et autres entropies chez Triptyque en 2022. Et elle est sur le point de faire paraître chez VLB Imaginaire sa traduction de Cycling to Asylum de Sue J. Sokol. Elle est parallèlement traductrice à l'Université d'Ottawa. David Unger, qui est au milieu. Guatemalan-born David Unger is an award-winning translator and author. His short stories have appeared in several anthologies and literary journals in the United States and abroad. He has translated 13 books, among them works by Teresa Cárdenas, Rigoberta Menchú, Ana María Machado, Silvia Molina, Elena Garro, Barbara Jacobs, and Nicanor Parra. He teaches translation at City College of New York's graduate MA program and is the US representative of the Guadalajara International Book Fair. He lives in Brooklyn. That's good? That's true? Okay. So far, so good. Ariane Desrochers, à ma droite. Ariane est professeure en traduction à l'Université de Moncton en territoire Mi'kmaq non cédé. Elle a traduit et co-traduit une quinzaine de livres, notamment des écrits de Leanne Betasamosake Simpson, de Joshua Whitehead et de Kate Briggs, de Vivek Shraya et Leslie Kern. La collaboration, la justice sociale et l'indiscipline sont au cœur de sa pratique. Elle a par exemple traduit Nupiming, remède pour guérir la blancheur, de Leanne Betasamosake, et en collaboration avec Edith Bélanger, une brève histoire des barricades, également de Leanne Betasamosake. Ça, ce sont les deux plus récentes traductions. Et Benjamin Hedley, ou Benjamin Hedley, is a translator and bookseller from Montreal, Quebec. He has a BA from Concordia University in Translation Studies and has worked previously with QC Fiction on the short story collection I Never Talk About It by Steve Gagnon and Véronique Côté. The Ghost of Suzuko by Vincent Brault is his first full-length translation and will be published by QC Fiction in June 2022. It's still to be published. Émilie, je vais commencer par vous, si vous voulez bien. D'accord. Je ne l'ai pas dit avant, comme ça, vous n'avez pas le trac. J'ai le trac, de toute façon. Bon, ben alors voilà. Donc c'est fait, on assume le trac. Bon. J'aimerais d'abord, dans cette table ronde, qu'on parle de la forme. Vous avez traduit de la science-fiction, un recueil qui a déjà été publié, et puis un roman qui va être publié prochainement. Ce sont des textes que vous avez choisi de traduire. Hein, vous l'avez dit, c'est vous qui vous êtes vraiment proposé pour les traduire. Néanmoins, la science-fiction, ça nous emmène vraiment dans des ailleurs, dans des domaines très différents.
Comment est-ce que vous abordez ça, par exemple, mais pas seulement, par exemple, quand il y a des mondes inventés, des réalités inventées, des mots inventés, pardon. Comment est-ce que vous abordez ça? Mais en fait, la science-fiction, c'est pas nécessairement si éloigné que ça, c'est juste un peu étrange, souvent. Donc, puis je vois ça comme un peu une façon d'aller plus loin pour pousser plus loin la réflexion ou une critique sur la société en général. Donc, la façon dont par exemple, la question sur les mots inventés, je regarde comment le mot a été inventé en anglais et je me demande pourquoi on comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Donc, puis qu'est-ce que je pourrais faire en français? Comment je pourrais le créer en français pour qu'il soit aussi évocateur en français, puis que ça entrave pas la lecture, pour pas que le lecteur se pose la question, ben, de quoi elle parle? Je sais pas c'est quoi ça. Puis en plus, je peux pas aller chercher dans le dictionnaire ce que c'est parce que ça n'existe pas. Donc, la plupart du temps, en fait, c'est facile. Donc, il y a certains mots qui viennent facilement parce que je suis capable de reproduire la façon dont il a été construit en anglais. Et d'autres fois, il faut que j'aille voir plus, que je me creuse un peu plus la tête, que j'aille voir du côté peut-être de l'étymologie de certains mots, puis que je fasse des combinaisons pour que ce soit aussi évocateur en français. Voilà. Est-ce qu'il arrive que vous devez les expliquer au lecteur? Ou vous faites comme dans l'anglais, vous écrivez le mot? Je fais comme dans l'anglais et je ne le dis pas, mais évidemment, il y a le contexte autour qui aide à comprendre de quoi on parle. Donc, le mot ne sort pas de nulle part nécessairement. Il est dans l'histoire, il est dans le flot de l'histoire, puis il est dans le contexte, il est dans l'environnement. Donc, normalement, c'est assez simple de le comprendre sans vraiment qu'il soit expliqué. Est-ce que vous avez des exemples? Je sais que je vous prends un petit peu à froid comme ça. Oui, j'ai des exemples. Donc, il faudrait que je me souvienne des mots en anglais. Il y a Instablock, qui est dans une des histoires une forme disons de béton, de matériaux de construction pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai traduit ça par, au lieu de dire Instablock, j'ai dit Instabéton parce que, à mon avis, Instablock, ça faisait un peu bloc pour enfants, puis c'était pas assez évocateur de la construction. Sinon, mon Dieu, j'aurais peut-être, disons, un camérœil, qui est une espèce de verre de contact qu'on se met dans l'œil, mais qui est une caméra aussi, pour la personne qui est à un autre endroit puis qui peut voir par nos yeux. Puis je me souviens pas ce que c'est. Un iCam en anglais. Deux exemples qui me viennent comme ça. Est-ce que vous rêvez que vos mots soient repris dans d'autres livres ou dans la langue courante, si ça existe? Non, pas vraiment. Pas nécessairement, non. Ça viendra si ça vient. Sinon, ça évoluera autrement. Vous avez déjà dit que dans certains des textes que vous avez traduits, l'histoire est au jeu et que ça vous oblige à vous projeter dans un monde qui n'est pas le nôtre. En fait, c'est plus me mettre à la place de la personne. Dans les textes que j'ai traduits qui étaient au jeu, les textes de Rich Larson, c'était dans le recueil, c'était ces textes-là que j'ai trouvé le plus difficile à traduire. Peut-être parce que c'était plus difficile pour moi de me mettre à la place. J'ai un rapport très personnel au texte. Je pense que ça doit être la même chose pour tout le monde, tous les lecteurs. Les textes nous touchent sur le plan personnel ou ils ne nous touchent pas, puis c'est pour des raisons personnelles. Donc, quand on traduit quelque chose qui est au jeu, moi, il faut vraiment que je me mette à la place de la personne, puis que je vois son univers, et le milieu, puis la façon dont il est disposé. Donc, traduire alors que le personnage est un adolescent de 13 ans, c'était plus difficile pour moi parce que ça fait longtemps que je suis plus adolescente. Puis aussi, je suis pas un garçon. Donc, puis il y a aussi le langage des garçons de 13 ans dans le futur aussi qu'il fallait prendre en considération. Donc, se demander comment la langue a évolué chez les ados, sachant qu'en ce moment même, la langue évolue super rapidement chez les ados en particulier, mais chez tout le monde. Donc, c'est justement dans ce sens-là que j'ai trouvé plus difficile de traduire au jeu. Et j'avais pas pensé, quand j'ai proposé de traduire Cycling to Asylum, que tout le roman est au jeu.
Donc, disons que ça a été un bon exercice pour me mettre à la place des personnages. Il y en a deux qui sont garçons, puis 2 qui sont filles. Donc, disons que c'était plus facile la moitié du temps. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que j'ai pris l'habitude de le faire aussi. Comment est-ce que vous discernez que dans l'évolution qu'a suivi la langue dans le texte original, quels sont les points de repère que vous regardez? Je ne sais pas trop. En fait, c'est une façon, disons, par exemple, si je cherche, les textes sont souvent au niveau familier, donc les textes sont souvent parlés, il y a beaucoup de dialogue. Donc, je vais aller voir si ça correspond à certains trucs dans notre réalité, donc dans le monde d'aujourd'hui, si ça correspond à des expressions, puis sinon, à quel point ça a glissé et à quel point, qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens-là à ce moment-là, dans un monde où tout est devenu numérique, où tout le monde est branché à quelque chose, ou des fois la réalité est seulement virtuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de ces personnes-là, ce genre d'expression-là? Puis comment je pourrais faire évoluer la langue française sans que ça devienne caricatural aussi de la même façon? Donc, il faut déjà avoir une bonne connaissance du langage adolescent anglophone maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre, comme on le fait dans une traduction qui n'a pas ce degré-là d'étrangeté, on ne peut pas prendre pour argent comptant ce que dit l'auteur en disant, ben voilà comment ces personnages parlent, c'est réputé de la réalité. Plusieurs choses, c'est comme ça aussi, donc on ne peut pas... oui, exactement. Quel est le plus grand défi quand on traduit de la science-fiction, en plus de toutes ces choses-là? En fait, je dirais Ou quelle est la plus grande joie, tiens? Le plus grand défi, c'est ça, c'est la langue qui a évolué. La plus grande joie, en fait, moi, j'aime beaucoup traduire des mots inventés. Donc, j'aime bien, je trouve que c'est des beaux défis dans un texte, comme je disais, ça me ramène au texte. Ça me ramène au texte concrètement, au problème que pose le texte, plus que dans la narration. Comme je disais plutôt, on lit, c'est personnel quand on lit, puis on lit avec notre bagage. Donc, des fois, on est un peu sur notre aire d'aller quand on traduit. Évidemment, on va recorriger par la suite. Mais les problèmes de mots inventés, ça nous ramène concrètement au texte, puis sur le plancher des vaches, et non plus à l'histoire, mais vraiment au texte. On ne peut pas se laisser emporter par sa plume, comme des fois on risque de le faire avec des textes qui sont plus proches de nous. Benjamin, vous aussi, vous traduisez du fantastique. Vous avez traduit un roman de Vincent Brault qui s'appelle Le fantôme de Susuko, en français, et qui s'appelle dans votre traduction The Ghost of Susuko. Et là, c'est très... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'univers de ce livre-là? Vous pouvez le faire en anglais si vous voulez, pardon, j'ai oublié de le préciser. Parce que ça commence assez normalement, puis ça dérape un petit peu, là, avec la taxidermie. Pouvez-vous nous raconter? It's about a man from Montreal who goes back to Tokyo 3 months after his lover has passed away. He's had a really intense relationship with her. And it's about his getting over her death, his mourning, but he's having a really hard time, he's struggling, and he sees her ghost everywhere. And the first half of the book is in first person. Well, the whole thing's in first person, but the first half of the book's in present tense, and it's really about kind of a rebound relationship he has with another woman. And then the second half of the book is in past tense, and it's about the relationship with the woman before. The woman before, she was a taxidermist by trade, and she had basically in their relationship, she wouldn't let him touch her unless she was wearing the head of an animal.
that she taxidermied. Okay. And at first they begin with a bare head, but the bare head's too encumbering, and she kind of suffocates while they're having their little tryst. And then eventually she moves on to a fox's head, which she puts on once and then never takes off again until she passes away. Yes, so for me the struggle was taking it seriously while I was translating it, because it's an odd subject. Yeah. It's an odd subject, but they live as if it was completely normal, don't they? Yeah, they live as if it's a normal everyday occurrence. She even goes through the process of getting a passport with her fox head on her head. And she kind of argues that, you know, trans people can get passports with their new gender. Why can't I have a passport with my fox head? Why did you decide to translate such a Actually, odd book? the publisher asked me if I would like to do it, and I read it and I found it so bizarre that I was like, yeah, I have to do this. So. Is it different? Is it different to translate bizarre stuff rather than translating normal stuff in the box versus out of the box? I don't think it's any different. I still do the work. I had a lot of fun translating this because I don't think I'll ever come across something like this again. So I took the opportunity. It was great. But you didn't have to invent like words, or I it's didn't just have to invent words, no. a strange situation with regular people. Yeah, basically it's magical realism. There's a lot of description, like Tokyo kind of takes on a personality in the book as well, and the people around her artist community. Okay. Okay. Yeah, that's a lot of the time I made that face too when I was translating. Did it happen often that you were wondering, am I really getting it? Or maybe there's something more to it, and sometimes I think she's wearing a fox sometimes head, but maybe it's just a metaphor. Or sometimes there were some things I like, is there a hidden meaning here? Maybe there isn't, I don't know. So it was fun. It was a lot of fun. so what did you do? Did you call the author to ask him? We did talk through email sometimes, and we met up once. When I had already finished the text and I wanted to clarify some things with him. But there wasn't a lot of consulting between the two of us. So there was never a time that you said, do I get this right, or am I imagining things? Mostly with expressions, like expressions in French, if I wasn't quite familiar with them. Then I would ask him, but his style was very syncopated, so like a lot of the sentences were like 1 or 2 words per sentence. So it's like he really tried to have a style where you're in the moment, right? So he's kind of like, I woke up, windy, warm, and that kind of thing. And did you keep the exact same thing in English? Yeah, You thought it was helpful? Yeah. Okay. David? What? What? I have a question. Go ahead. Was she a foxy lady? You could say that, sure. She I had mean, a fox head on. other than the fox head, because the term foxy lady has a connotation that's very different than being a lady with a fox head. I was considering at times to use the word vixen, but I didn't want that kind of connotation, so I never actually ended up using it. She was never a sexualized
character, even though there's a lot of sex between them. But she was never foxy. Cool. Yeah. Thank you. David, you're a translator and an author too? Yes, but first I would like to thank Blue Met and you, Catherine, and Ingrid Becherman, who I know is here in the audience, for the opportunity to be here in Montreal. I tried coming here 2 years ago and got shut down, as many people got shut down. So I'm glad to be here, and thank you. Thank you so much. Yes, I started out as a poet, then became a translator and a poet, then became just a translator primarily of writing by Latin American women writers. Mm-hmm. I translated 2 anthologies of, actually 3 anthologies of poetry by Vicente Alexandre, Enrique Lin, and Nicanor Parra. The last 2 from Chile. Vicente Alexandre was Nobel Prize winner from Spain. And then in the early 90s, when I started writing fiction, and I didn't really know how to write fiction, I started translating Mexican women novelists, and I learned how to write fiction by doing translation. Mm-hmm. So for me, it's not I'm not exaggerating, it's not hyperbole when I say that translation informed my writing. I also translated the work of Rigoberta Menchú, Teresa Cárdenas, who was an Afro-Cuban writer, Ana Maria Machado, who is a Brazilian children's book author and novelist. So in all these works, especially in the work of translating women writers, I had to become them in many ways. Mm-hmm. And I published my first novel in 2002 when I was 52 years old, and since then I've published 5. And I continue to translate, and I also oversee the translation of my work into Spanish and Italian. I can't do it into Armenian or Northern Macedonian, but you know, I find that for me translation is something that I've been doing all my life. I was born in Guatemala, came to the United States when I was 4.5. My mother tongue was Spanish. When I got to the States, English was imposed upon me. It was not a natural development. So I've felt that the borders between English and Spanish at points in my life were very marked and separate, but then became very fluid. And so I feel very comfortable in both languages. So now you feel comfortable out of the box linguistically? You have to define to me what out of the box means, because I was a little bit not sure what you meant by that. And I thought I would question you here. Because though you're the moderator, you should be talking too. What did you mean? I don't know. I didn't choose the theme of the round table, so but I thought it was nice. So I accepted. Well, it's about, you know, like Emily translates science fiction, Benjamin translates fantasy, Ariane translates with harsh constraints concerning the gender in the language. Cool. So I guess out of the box was, you know, I've been translating women. Out of the box? That's what my next question. Translating women is out of the box. Yeah, translating women, that was my question. Did you choose to translate women? Like, was it a decision you made? No, but I was involved with a prize in Mexico called the Sor Juana Inés de la Cruz Prize. It's sort of, you know, going back in history. Now most literary prizes are for men and women, but back in the 90s in Latin America, we had a very large award, which was the Juan Rulfo Literary Prize,
And both men and women could win it, but mostly men won it. And so around that time, the book fair directors, I work for the Guadalajara International Book Fair, which is a fair that's always been run by women since 1987, and that's fantastic. They decided to have an award called the Sor Juana Inés de la Cruz Prize for something like first fiction or books that had not that had been published in the last year. So I worked with a U.S. publisher, and I ended up translating three books as part of that series. It was for me of monumental importance because I feel, even though I have been reading books in Spanish and English all my life, the texture and the issues that Latin American women were confronting in the 1990s and the way that they emotionalized relationships was very, very important to me. My mother was a very strong woman. She was the head of our household, even though my father lived with her for 40 years. And I learned an awful lot about how female characters move through the world, which is, I think, somewhat different from the way men do. And what's interesting is in most of my novels, I have very strong male characters. In two of my novels, the protagonists are macho men that are somewhat distasteful to the reader, at least initially, and there's always a kind of transformation. But I did write, dealing with this idea of outside the box, I did write a novel called In My Eyes. I write in English, I don't write in Spanish. It's called In My Eyes You're Beautiful, that was translated as Para mí eres divina. And it's a book that's been published 3 times. It's coming out a 4th time in Spanish, but it's never been published in English. And it's a novel in which the narrator is an indigenous girl from a small town outside of Antigua, Guatemala. And it's a novel about her maturation and her growth and her sexuality. And it's very popular in Latin America, but in the United States, they see my name, David Unger, in a book about an indigenous Guatemalan, and it's, I don't know, just either the writing doesn't work in English as it does in my other novels that are in English, or there's a disconnect between having a book about an indigenous Guatemalan being written by a Guatemalan who has a very anglicized, almost Germanic name. So it's like, how could he have written this book? On the other hand, in Guatemala, we have 23 indigenous groups, and in the last, after the peace accords were signed in 1996, the role of the indigenous population has changed tremendously, and also the fact that the Huerta Menchú got the Nobel Peace Prize in '92 was important. Indigenous women have come up to me and said that, that your novel is so important to me because it deals with issues about emancipation and advancement that has never been written in Guatemala or in Latin America. So I think I got it right for there. I can't get it right for the US or Canada. You didn't have the same problem when you translated women authors? Like, no. Were you told you don't have a right, or you're not a woman, so you can't translate women?
No, no. Would it happen now? Because it's kind of new. It's kind of a new Yeah, I way mean, of looking at things. we're living in a very strange world, and it's Are we? yes, we are. I mean, you know, in the United States, I live in Brooklyn, New York. A woman's right to control her own body is being challenged and will be overthrown. The abortion rights, Roe v. Wade. I think that's very, very, very bizarre. I think that the issue back in the 90s of translating women writers was not a problem because of my gender. And there are many, many translators, more writers today that are women women translators and men translators. And so I think it's just natural that women are translating more women writers. But back then it was a little different. And nowadays, would you translate women authors? Oh, absolutely. My penultimate book was called Folk Tales for Fearless Girls, that was published with Penguin Random House, and it was in a collection of kind of historical, mythical stories from all over the world in which females are the heroes of the tales. It's a translation of a book written by a Spaniard and published, I think, in 2016. It's a high-selling book. Unfortunately, I did it as a work for hire. I think you know what that means. I didn't get any royalties, but the book is selling like, 2,500 copies a year or more, 5,000 copies a year, but I'm not getting any more money for it. But what was interesting in translating those stories is that the author herself, in some of the versions that she came up with, the females were always the heroes of these folktales, whether it was from Persia or Africa or Latin America. But in three of the stories, the king or the prince got the last word. And both the editor, Talia Ben-Ami, and I noticed that and said, this is not right. The last word has to be that of the woman. If these are stories, a reinterpretation of tales in which the female is the heroine or the hero, then we can't have the king saying, and because of your kindness, we will have peace in the kingdom, and we will have justice forever and ever and ever. So we sort of eliminated that sentence. So you changed? Yeah, absolutely. Yeah. The editor said we could. Yeah. Oh, the author said you could. The editor, and I assume, I think that that sexist attitudes are ingrained in both men and women. I mean, it's not, and I think what we both noticed was that in the writing of in these rewritings of these folk tales, the effect of the masculinization of literature affected 3 out of the 20 stories that she gave us. I don't know if she was asked whether it was right or wrong, but we felt that it didn't make sense for the man to come out with the flag at the end. Is it something you do often? Changing the end of the book? We are astonished, aren't we? A bit? That the translator could change the end of a book? It's translating outside of the box, for sure. Thank you. I have a question about that. Sure. Did you add some lines by the woman character, or did you take out? We took out the men at the end. It would have been obvious to you, Catherine. Like you read the story and you say, this woman has done so much. Sometimes using her mind, sometimes using her strength, sometimes using weapons, and then comes the man and
says there's peace or there's order or whatever. It just seemed odd. My latest translation is of a novel called El Señor Presidente, which was written by the first Latin American novelist to win the Nobel Prize, Miguel Ángel Asturias. Not the first Latin American to win the Nobel Prize was a Chilean poet, Gabriela Mistral, a really wonderful poetess. But he wrote a novel called El Señor Presidente that was written between 1922 and 1932, was translated in 1962 by a woman, published in the UK, and had not been translated again. And it was a very faulty translation. And so for me, it was like a great honor to retranslate this book. But I had to really translate outside the box because I actually consulted with my two of my Guatemalan writer friends, like 200 to 300 queries that I had that I didn't quite understand. These are phrasings that have been lost because even though the novel was written between 1922 and 1932, it's about a presidency that took place between 1898 and 1920. And like 100 years is really, really a long time, and the way the different characters spoke 100 years ago is very different than the way Guatemalans speak nowadays in Guatemala. And to try and bring that over so that English language readers could appreciate what I think and what Mario Vargas Llosa and many believe is the most important Latin American novel of the 20th century was really a challenge because I felt that I really had to modernize the text a lot. Miguel Ángel Asturias repeated sunrises in the same way very often in 2 or 3 different chapters, and I had to change that because when he wrote the book and when it was published, he didn't have an editor. He just submitted the manuscript and it was published. And in the United States, and I would imagine in Canada, there's a strong tradition of an editor playing a role in the shaping of a translation or of a work of art. At least in the United States, there's a guy named Maxwell Perkins who really, you're reading F. Scott Fitzgerald or you're reading Hemingway, and you're also reading Maxwell Perkins because he's the one that helped shape those novels. But Miguel Ángel Asturias turned in this work, and no one edited. And so I did a little bit of editing. I didn't change things. It was really a challenge, and I feel either I'm going to be eulogized for my translation or I'm going to be put in the rack. Retranslating is translating out of the box. It's not that often that we get to retranslate something. Yeah, and for Guatemala, it's sort of like translating Madame Bovary. For a new generation, if Madame Bovary hadn't been translated into English for 60 years. So I'm nervous. Because of Madame Bovary. But were you nervous because it had already been translated and published in English? Or did you just think it was not a great translation, and the Francis Partridge just didn't have the feel of the language and of the characters in Guatemala. It's a decent translation. It's a readable translation, but it doesn't really reveal the power of the author. Ariane, vous avez bonjour Ariane, vous avez traduit beaucoup. Léane Betta-Samo-Sake, puis le dernier livre, le dernier livre a fait grand bruit parce que c'est un livre qui n'est pas genré du tout en anglais, et alors en français c'est un défi.
c'est un sérieux défi de ne pas pouvoir parler au féminin ou au masculin des personnages. Comment vous avez fait? Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai eu on m'a demandé, en fait, où j'ai retrouvé sur ma table de travail un roman écrit par l'autrice Anishinaabe Leanne Betasamosake Simpson, qui est un espèce de roman par fragments très lyriques, et où est-ce qu'il y a grosso modo 7 personnages dont aucun d'entre eux, en fait, n'est genré. Donc ça, c'est possible en anglais, c'est-à-dire, c'est bien sûr un geste là, délibéré de la part de l'autrice de ne pas genrer, parce que bon, c'est très facile de genrer en anglais aussi, he or she. Oui. Mais il y a le pronom neutre, en fait, they, en anglais, qui peut être utilisé pour faire référence à un seul individu, en fait. Donc, c'est une forme plurielle, mais qui s'applique, en fait, pour faire référence à une seule personne dont on ne connaît pas ou dont on ne veut pas spécifier le genre. Donc, elle utilise ça, en fait, Leanne, dans ce livre-là. Donc, pour ce qui est du passage vers le français, en fait, ça posait un certain problème, là, parce que la langue française est excessivement genrée, non seulement sur le plan des pronoms, ce qui est à la limite pas tant le défi, parce qu'il existe maintenant des pronoms aussi neutres ou non-binaires qui viennent, en fait, des communautés queer ou du militantisme ou des gens qui utilisent et qui vivent dans ces pronoms-là. Mais la langue française est aussi extrêmement genrée sur le plan des adjectifs et participes passés. En fait, c'est surtout là le défi. Donc, c'est ça, moi, je vois vraiment ça comme une contrainte du texte de départ. Donc, juste si on se retrouve devant, c'est ça, comme un roman qui est écrit au they, on a un personnage, puis pour parler de ce personnage-là, reprise par pronom, on utilise le they. Moi, en tant que personne qui traduit ce texte-là, je ne peux pas, en toute conscience, et même logistiquement parlant, trancher entre un il ou un elle. C'est-à-dire que je n'ai pas d'indice, le texte ne me donne pas les marques nécessaires pour faire ce choix-là. Et l'auteur ne vous le dira pas, parce qu'elle a choisi d'en faire des personnages non-genrés. C'est ça. Donc, ça vaut même pas la peine de poser la question. En fait, je pense que le lien de confiance serait brisé entre moi et mon autrice. Pas mal écorné. Donc, à éviter. C'est ça. Donc, je me suis tournée, en fait, du côté du pronom IL, que vous connaissez sans doute, qui a fait l'objet d'une certaine controverse à l'automne. Mais moi, c'était avant, donc, cette controverse-là. C'était de l'utiliser quand même, en fait, même s'il n'est pas entériné ou sanctionné là, par les institutions linguistiques, puis d'opérer, en fait, avec des accords inclusifs, là, avec le petit point médian. Mais c'est ça, ce dont je suis très fière pour ce roman-là, qui s'appelle No Piming, c'est que l'écriture inclusive avec le point médian et tout, qui peut, au regard des non-initiés, par exemple, être un petit peu lourd visuellement, ou s'il y en a beaucoup, mettons, ça peut devenir assez touffu rapidement. Puis il y a des problèmes aussi d'accessibilité pour les gens, par exemple, dyslexiques, que ça peut poser problème. Donc, c'était de le faire le moins possible, en fait. Puis à chaque moment où est-ce que c'est possible de contourner, en fait, ou c'est ça, de passer d'une forme passive avec un participe passé à une forme active. Donc, c'est plein de transformations comme ça dans le texte qui font en sorte que le texte est non-genré et non-binaire et écrit dans une langue inclusive, mais somme toute assez légère. Donc, pas trop pesant, parce que c'est sûr que c'est aussi un roman littéraire d'une grande oralité, puis on ne veut pas briser ça non plus. Et l'effet que ça fait, le fait qu'il n'y ait pas de genre dans les personnages, ça fait un effet très étrange. Hein? On dirait qu'on... Détrompez-moi, mais c'est parmi les premiers, j'imagine, romans en français à ce qu'ils soient complètement non-genrés. Et ça fait un effet très étrange. C'est comme si c'est comme quand on voit un petit bébé, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. On a comme envie de savoir pour le trouver fort ou la trouver belle. Je ne sais pas, peut-être. Ce sont nos clichés qu'on a encore dans la tête. Mais ça fait cet effet-là, n'est-ce pas, quand on le lit? C'est effectivement... Nous, ça nous fait sortir de la boîte, c'est ça que je veux dire. J'allais un peu... je répondrai à ta question, en fait, étrange pour qui? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas du tout étrange, en fait, vivre dans la non-binarité. Il y a des groupes de gens, des individus qui le font à tous les jours, qui utilisent ces pronoms puis ces accords-là à tous les jours, pour qui c'est pas du tout étrange, en fait. Mais à lire, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est ça, à l'écrit, c'est ça, c'est des formes qui sont relativement nouvelles, bien sûr, comme ça, je ne remets pas ça en question.
Puis, donc, ça crée une espèce d'effet d'étrangeté, effectivement, surtout pour les gens qui ne l'ont jamais vu, ce pronom-là, par exemple, où on n'est pas habitué, c'est sûr, on ne le voit pas à la télé ou dans tous les livres ou à l'école, etc. Puis, j'ai une petite anecdote, en fait, à raconter par rapport à ça. Puis moi, quand j'ai commencé cette traduction-là, c'est des conversations que j'avais eues avec l'autrice assez tôt pour le choix du pronom puis des accords inclusifs, lui expliquer comment le français fonctionnait un petit peu, puis c'était quoi les défis. Puis au début, j'écrivais ma propre traduction, puis moi-même, j'étais comme... le voir sur la page, comme c'est étrange, il y a comme une espèce de pulsion normative qui me... J'étais là, je suis pas sûre, j'aime ça, puis à la fin de la traduction, c'est un truc de 300 pages, c'était devenu naturel, en fait. Je l'avais comme intégré, puis je l'écrivais ou je le voyais sur mon écran, puis j'avais plus cette réaction-là. Puis j'avais raconté ça à mes éditeurs, Rodney Saint-Éloi puis Yara El-Gadban, chez Mémoire d'Encrier, puis ça a été leur expérience à eux aussi. Donc, tu commences le livre en tant que lecteur, ben c'est ce qu'ils m'ont dit. Puis au début, t'es comme, tu sais, tu tiltes un peu. Puis à la fin, c'est comme, c'est devenu plus étrange, en fait. Donc, on passe d'une étrangeté à accepter le truc, puis... Moi, je trouve que c'est ça la force aussi de ce livre-là, ou de ce que j'ai fait, d'entendre parler des gens, justement, je l'ai vu en utilisation, ou comme je vois ce qu'on peut faire et tout, puis à la fin, de ne plus être nécessairement choqué par ce pronom-là. Puis au-delà du pronom, c'est de ne plus être choqué par le fait qu'on ne sait pas le genre des gens. Oui. Ce qu'on est très habitué à faire dans la vie. Puis c'est ça, Léane, en fait, ça fait partie de sa démarche pour ce livre-là en particulier, c'était de découpler, en fait, les personnages avec des idées préconçues par rapport au genre, à ce que si on est un homme ou une femme, la façon qu'on nous assigne à la naissance, c'est quoi les possibilités pour toi dans la vie ou les comportements à éviter, c'est des affaires aussi niaiseuses que les garçons, ça pleure pas, à des trucs beaucoup plus insidieux que même quand on est allumé sur ces choses-là, veut pas, la société, les pressions du genre sont très fortes. Puis là, c'est d'aller voir, en fait, à qui tu veux t'identifier dans cette constellation de personnages-là. C'est des personnages très forts qui ne sont pas genrés. Donc, en fait, les possibilités sont infinies. Puis tu peux t'identifier aussi à une partie d'un personnage. Ou comme ça, je trouve que ça l'ouvre un petit peu plus, justement, l'identification puis la représentation au-delà des idées du genre. Puis, un dernier truc que je dirais qui est très, très important aussi, c'est que en fait, l'absence de genre dans le texte en anglais, ça vient, oui, certainement, chez Léane, d'une volonté queer, qui est d'écrire, en fait, pour les jeunes queer ou les jeunes trans, les jeunes non-binaires, puis que ces gens-là se voient représentés ou peuvent s'identifier à des personnages. Oui, il y a ça, c'est sûr, c'est indéniable, mais le gros, en fait, de l'absence de genre dans Nupiming en anglais, c'est que Léane, un petit peu, a calqué son écriture à partir de l'Anishinaabe-Mowin, qui est sa langue, en fait, ancestrale. Et l'Anishinaabe-Mowin, au même titre que plusieurs langues autochtones, en fait, de cette famille-là, c'est des langues qui ne sont pas genrées. Donc, ils ont d'autres catégories, par exemple, c'est animé, inanimé. Thompson Highway parle de ça dans ses livres, notamment avec le cri, la langue cri. Et donc, en quelque sorte, le « they » en anglais, puis l'absence de genre, c'est une traduction de l'Anishinaabe-Mowin, en fait, de la façon dont cette langue-là découpe le monde. Et donc, la traduction en français doit aussi refléter ça, au-delà des questions de est-ce que le pronom « yel » est valide, ou etc. C'était de respecter, en fait, aussi cette vision du monde-là. Ah oui, ça nous confronte à vraiment des choses qui sont très, très profondément enracinées dans nos têtes, dans notre manière de dire le monde. Là. C'est vraiment, c'est très déconcertant comme lecture, mais c'est très réussi. Ariane parlait des relations avec l'autrice. Vous ne voulez pas abîmer ses relations avec Léane en lui posant des questions sur le genre de ses personnages. Émilie, vous avez eu un rapport très particulier avec l'auteur que vous avez traduit. C'est-à-dire que vous avez fait un peu le travail d'édition pour le recueil que vous avez publié en français. Oui, en fait, ce sont toutes des histoires que j'ai choisies, moi. Donc, j'ai rencontré l'auteur Rich Larson par hasard, évidemment. Dans le cadre des Jeux de la traduction en 2017, on était tous les deux aux études en traduction, puis on participait aux Jeux. Puis pendant les Jeux, il a dit il y a une de mes histoires qui est en ligne, si ça vous intéresse d'aller la voir, d'aller la lire. Puis j'ai dit oui, je vais aller voir ça à un moment donné. Donc je l'ai lu, puis j'ai été complètement soufflée par son histoire.
Puis je lui ai demandé si il pouvait m'en envoyer pour que j'essaie d'en traduire. J'avais jamais fait ça. Puis à partir de ce moment-là, on est devenus amis. Puis il a commencé à m'envoyer des histoires au fur et à mesure qu'il les écrivait, avant même qu'elles soient publiées en anglais. Donc moi, je mettais de côté les histoires que j'aimais, plus particulièrement celles qui me touchaient le plus. Puis je les traduisais ou je les mettais de côté en attendant de les traduire puis de les envoyer à des revues. À des revues, merci. Mais c'est long de voir un texte accepté dans des revues. Donc, puis mes histoires s'empilaient, celles que j'aimais. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un recueil avec ça? Donc, je suis partie avec mon projet de recueil. Je pense que j'avais une 20aine d'histoires dedans. Puis je l'ai présenté à une maison d'édition, puis à une deuxième qui a accepté le projet. Mais en ce moment, il y a 13 histoires dans le recueil qui a été publié en février. Et d'autres dans vos tiroirs qui n'attendent que d'être publiées? Exactement, oui. Est-ce qu'elles vont l'être? l'être? Il y a de la matière à faire un autre recueil à vous intéresser. Alors, vous avez travaillé en étroite collaboration avec l'auteur? Oui, absolument. Je lui envoie toujours mes traductions. Il est capable de lire. En fait, il parle quand même assez bien français. Puis, je lui demandais, en fait, s'il était capable de voir si j'avais tout bien compris, si je m'étais complètement plantée dans certaines situations. Puis, généralement, je m'étais jamais plantée. Ou des fois, je pouvais lui demander de clarifier certaines choses juste pour être sûr. Parce que, étant donné que c'est des nouvelles, vraiment, tous les mots sont hyper importants. Donc, les mots que lui a choisis, il les a choisis pour une raison particulière, pour créer un certain effet dans un certain laps de temps qui est court. Donc, je voulais faire la même chose. Donc, je lui ai demandé à quelques reprises, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans ta tête en ce moment? Donc, je veux bien comprendre où est-ce que tu es, puis qu'est-ce qui est où pour savoir comment mieux traduire ce qu'il y a dans ton histoire. Au-delà de ce qu'il avait écrit. Vous vouliez écrit, retourner à la source de ce que lui voit, c'est ça, ce que lui voit dans sa tête. C'est tout un voyage quand même déjà. Je trouve qu'on est pas mal dans la tête des auteurs quand on les traduit, mais là vous êtes allé. Mais en fait, c'est comme un peu ouvrir un dictionnaire. Donc, on a les mots avec la définition. Donc là, on a l'histoire avec la définition de l'histoire en arrière. Donc, puis c'est souvent juste certaines sections, certains moments dans l'histoire qui avaient besoin d'un peu plus de clarification, en tout cas pour moi, pour être sûr que je le traduisais comme il faut. Et pour Cycle of Asylum, est-ce que vous procédez de la même façon? Parce que c'est vous qui l'avez voulu aussi, ce livre-là. Oui. C'est vous qui l'avez présenté à un éditeur. Oui, en fait, je pense qu'il était déjà sur le radar de VLB Imaginaire, mais j'ai découvert sous Sokol, dans le cadre du Congrès boréal. Il y avait un panel sur le Hope Punk que je ne connaissais pas, donc j'ai décidé d'assister à ce panel-là. Puis j'ai découvert le texte dessous, puis on parlait beaucoup de Cycling to Asylum, puis à quel point c'était bon, puis à quel point c'était un livre à découvrir. Donc j'ai lu le livre, puis j'ai fait oui, c'est vrai que c'est bon. Puis j'ai cherché un peu partout, voir s'il y avait une traduction. Je me suis dit, c'est le genre de livre que j'aimerais traduire. Ça vient me chercher, donc j'aimerais ça pouvoir le partager avec un public qui ne pourrait pas le lire en anglais. Puis j'ai fini par communiquer avec Sue pour lui demander, j'ai trouvé son site web, j'ai demandé est-ce que le livre a été traduit parce que ça m'intéresserait de le traduire. Puis j'ai peut-être une maison d'édition en tête, donc j'ai approché VLB Imaginaire qui a dit oui. Mais c'est ça, je pense que c'était déjà sur le radar de VLB. Puis eux, ils avaient lu mes traductions d'Empreinte d'éternité, puis dans Solaris, dans Galaxy, donc ils savaient un peu comment je traduisais. Donc ça marchait avec eux. Puis avec Sue aussi, j'ai un bon rapport. Je lui envoyais chaque chapitre, en fait, pour savoir, encore une fois, si j'étais complètement à côté de la plaque ou pas, ou pour lui demander des précisions sur tel truc, parce qu'il y a une partie du texte qui se passe à New York, que je connais pas, que je suis allée une fois. Puis pour quelqu'un qui a vécu à New York, c'est pas la même chose que juste quelqu'un qui fait juste raconter quelque chose comme un touriste. Donc je voulais pas avoir l'air d'une touriste en traduisant. Puis fait que je lui posais des questions, puis elle a apporté beaucoup de précisions sur certains trucs, sur ben tu sais, les New-Yorkais, ils sont pas gentils comme ça, tu sais, ils sont bêtes comme leurs pieds, donc il faudrait qu'ils soient un petit peu plus bêtes dans le dialogue.
Donc elle a une maîtrise du français qui est quand même... Oui, absolument. Il faut ça, parce que sinon l'auteur ne peut pas du tout s'en mêler. Sinon, ça ne donne rien. Parce que l'auteur pourrait peut-être surestimer aussi parfois sa compréhension du français, puis ça arrive, ça, qu'on demande conseil. Puis... Ça peut arriver. Puis là, à ce moment-là, c'est à la traductrice de juger de juger quelle interprétation faire des commentaires. David, you said that your books were translated in Spanish, which is your mother tongue, and you talked with the translator? Yes, yes. That's why I was surprised that. Go ahead. Go ahead. What did surprise you? That Ben had such little contact with the writer he was translating. You know, it's a huge opportunity to be able to work with. But as a translator, isn't it a bit harsh, maybe? Like your translator is translating you as your mother tongue is Spanish, and they translate you in Spanish. It's fabulous. For them too? That's my point. Yeah, for them too? yeah, because... or is it a pain? I've had like 5 or 6 different translators, but my favorite translator is a Guatemalan writer himself, Javier Mosquera. And I think what he was able to do, which I was not able to do in my English versions, is to get the characters to speak Guatemalan. Guatemalan Spanish is, as all tongues from individual Latin American countries, is very different. There's a similarity, let's say, between the Spanish of Honduras, El Salvador, and Guatemala. But even within those 3 countries, there's great variation. And what Javier was able to do, especially in one novel that I wrote that's called The Price of Escape, El Precio de la Fuga, that takes place in the 1930s. There's a meal that takes place in a Chinese restaurant in Puerto Barrios, which is sort of in the center of the United Fruit Company plantation area. And this German immigrant who is escaping Nazi Germany happens to be at this dinner with 3 Guatemalans, and they sort of force him to sit and eat with them. And he was able to get them to talk Guatemalan style, which when you read my version of that scene in English, it's anodyne, it's flavorless, it doesn't have the real texture. And so I feel very fortunate that that Javier was able to come up with versions that play well in Guatemala, because he's able to make them Guatemalan novels. They're novels written in English by somebody who has lived outside of Guatemala for 65 years, but the novels have something to say to them because of the translator, to some extent. Weren't you never tempted to translate your own works? Never. No? Why not? I don't have the command of Spanish that I do of English. Let's say in English, I have access to, I don't know, 80 or 90,000 words. I would say that in Spanish, it's probably around 40 to 50,000. And that's a huge difference. So when I'm looking for le mot juste, I can find it in English. And in French. And in French. But I would have much trouble finding it in Spanish. And it's better to let the translator who knows what he or she is doing to do it. But you can recognize it when you see it. I can. I was able to do that in the Spanish and also in the Italian version, but not in Polish. Well. Or Arabic. Benjamin, vous avez aussi travaillé à un projet de 37 textes qui avait été compilé par Véronique Côté et Steve Gagnon.
Donc vous avez travaillé aux côtés de 36 autres traducteurs. C'était 37 courts textes, chacun traduit par un traducteur différent. 40. Ah oui? 40 texts, but 37 translators. OK, 40 texts and 37 translators. OK. Est-ce que vous vous êtes parlé entre vous, les traducteurs? Non. Pas du tout. Hein? Non, pas du tout. No. Comment est-ce que les textes ont... Comment ça s'est... translators aren't even translators. Like, some of them didn't even speak French at all. Ouais, ça c'est... So I don't know how they did it. Plus, 37 people would be a lot of talking. Not a lot of translating. Oui, c'est vrai. But can I ask, why did the writer not, is the writer in Canada? It was 2 writers. 2 writers? Yeah. They're more editors than writers, aren't they? Because the texts were coming from people having testimonies. No, it was just 2 writers. I think they're all fictional or semi-fictional texts. Of the Japanese? No, this is a different. It's a different... But going back to the Japanese one, why did the author not want to visit you, take you out for dinner, talk to you? We'll call him and ask. Maybe he can answer better. Well, I mean, I translated it during the pandemic, so meeting each other was not really an option. Was he like grateful? Was he happy that you were translating him? Yeah. Okay. And he liked the translation a lot. Cool. Bon, mais revenons au projet des 37 traducteurs. En fait, moi j'avais cru comprendre que c'était des gens qui avaient écrit des choses, des témoignés, et que ces témoignages-là avaient été un peu remaniés pour être montés sur scène. Ça n'a pas été écrit par les auteurs. C'est pas ce que j'avais compris en tout cas. As far Est-ce que as je me I trompe? understood, it was all fictional or semi-fictional texts. The publisher, so Peter McCambridge from QC Fiction, it was really a project to bring a whole bunch of translators together. That was the purpose of the texts, or the collection of texts. But yeah, there was no communication between any of us. Pretty much all with Peter. And why put in 37 translators? What was the point of the project? To highlight translators, I guess, to highlight translation as an art, I suppose. Seeing as a lot of the translators were not translators at all. And were the translations published as is, or? Yeah. Well, there was okay. Yeah. There was an editing work on it, anyways. I think. Yeah. Yeah. I guess it was just an exercise in translating. Ariane, je reviens à vous parce que on a parlé de la forme des traductions un peu singulières, les traductions non genrées, traductions de monde étrange et tout ça. Puis on a parlé aussi des relations qu'on peut avoir avec les auteurs. Mais vous avez une autre particularité, c'est que oui, on peut dire, c'est que vous traduisez beaucoup en collaboration avec d'autres traducteurs. Notamment, vous avez travaillé avec Alex Gauthier, a commencé avec Alex Gauthier, puis avec Natacha Canapé-Fontaine sur 2 livres de Diane Betasomo-Sake-Simpson. Et là, vous venez d'en terminer un avec, son nom m'échappe, Édith Bélanger, c'est ça. Qui n'est pas une traductrice. Souvent, vous faites des collaborations avec des gens qui ne sont pas des traducteurs. Quel est qu'est-ce que ça apporte à la traduction? Pour faire écho à ce que Benjamin vient de dire, c'est comme people who are not translators, c'est comme qui est traducteur et qui l'est pas. Je pense que quand on traduit dans le moment ou par rapport à ça, on l'est, puis que ça ne fait pas de nous... Il y a aussi traducteur comme quand c'est ton identité ou ton métier comme plein temps. La traduction, avant toute chose, pour moi, c'est une pratique, c'est une activité, puis quand on la fait, peu importe d'où on vient ou si on a des études là-dedans ou de l'expérience préalable, comme si on traduit, on peut ou c'est possible de traduire, bref. Je voulais juste mentionner que l'expérience dont parlait Benjamin, ça allait très loin parce qu'il y a des gens qui ne parlaient pas la langue de départ du tout. Oui, je trouve ça va que très, très, très loin. C'est intéressant parce que ça vient comme un peu jouer avec ça, puis pousser la limite un peu. On parle des sentiers battus,
Donc, de sortir du sentier battu puis d'aller demander à quelqu'un qui parle pas la langue puis qui en a jamais fait, comme « translate this », comme « OK », comme non, c'était audacieux de la part de l'éditeur. C'est expérimental et ça peut donner des trucs vraiment chouettes. Donc, de pas justement comme fermer des portes dans nos têtes par rapport à ça, quelqu'un qui n'a pas de background ou d'études formelles ou quoi que ce soit par rapport à la traduction. Donc, moi, c'est un peu ça ma position. Les gens avec qui j'ai travaillé qui n'ont pas de profil ou c'est ça, d'études ou d'expérience en traduction, ces choses-là, les études ou l'expérience en traduction, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Puis moi, c'est d'ouvrir un petit peu, justement, d'aller, de tendre la main, en fait, ou de lancer l'invitation à des gens qui auraient envie de se prêter à la traduction, qui ont du potentiel, des connaissances, des compétences connexes ou qui peuvent apporter quelque chose, en fait, à certains projets. Mais pour qui cette porte-là serait fermée, par exemple. Donc, c'est une des réponses à la question. Ensuite, de façon très égoïste, moi, je n'aime pas travailler seule. Je trouve que c'est d'un ennui mortel. La pandémie a dû être terrible. C'est pour ça, justement, que je fais de la traduction, parce que j'entre en relation avec une autre voix, un autre texte, quelqu'un. Puis moi, travailler en collaboration, c'est très nourrissant pour moi. Puis on parle, encore une fois, de revenir, en fait, au titre de l'événement, les sentiers battus. Le sentier battu, c'est quelque chose c'est la facilité aussi. Hein. Il y a plein de gens qui sont passés devant nous, puis c'est l'espèce de le sentier qui mène directement ou qui est très balisé. Puis là, c'est comme de sortir de ce sentier-là, puis d'aller se compliquer la vie, puis de devoir comme remonter tes pantalons pour traverser un ruisseau, puis là, d'être pogné dans les branches. Puis pour moi, le travail en équipe avec des gens qui l'ont jamais fait, c'est un peu de ça. C'est d'aller parce que des textes que j'ai traduits, notamment J'ai peur des hommes avec Kamala Macrel ou le dernier de Léane, Une brève histoire des barricades avec Édith Bélanger. C'est des livres que j'aurais très bien pu traduire toute seule. J'avais les connaissances, les compétences pour, mais c'est comme de décider volontairement, en fait, d'aller, c'est ça, de tendre la main à quelqu'un puis d'ouvrir cet espace-là. Pour moi, c'est nourrissant, pour eux aussi. Puis c'est aussi de voir, en fait, que moi, les livres sur lesquels je travaille, par exemple, Léane. Léane, c'est une grande philosophe, c'est quelqu'un d'extrêmement... ses écrits sont très transformateurs pour moi, puis c'est un privilège que de passer des mois avec ces mots. Puis des fois, c'est d'ouvrir ce privilège-là à d'autres gens aussi qui pourraient en bénéficier. Donc, c'est pas tellement une question de comme j'ai besoin de ces gens-là pour traduire ces livres-là, mais c'est plus que j'ai envie. J'ai envie, en fait. Puis... c'est aussi une sorte de façon pour moi de mentorer avec mon bagage un petit peu plus technique là, de traductrice formelle, d'encadrer des gens, d'accompagner des gens dans leur premier projet de traduction. Et comme Kamala Macrel, en fait, multiplie maintenant les traductions. Quelqu'un qui est allé de son côté individuellement signer des traductions magnifiques, puis qui se taille une place, en fait, dans le milieu. Puis ça, je trouve ça magnifique, en fait. Donc, voilà. Parce que j'enseigne aussi la traduction, donc je trouve que ça rejoint ma pratique de l'enseignement aussi, puis d'accompagner un petit peu ces gens-là qui s'intéressent à la traduction. Il y a toujours un désir, il y a toujours... Ce ne sont pas des consultants techniques. C'est pas quelqu'un que je croise sur le trottoir, puis je suis comme « Hey, let's go ». Non. Donc, ouais. Puis ce sont des gens que le processus intéresse, c'est pas seulement qu'ils ont une connaissance, par exemple. Pour Natacha Canapé-Fontaine, qui était le même nous là, du monde de la poésie autochtone. C'est vraiment des gens qui veulent aller vers ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'après, ça continue? Pas pour Kamala Macrel, oui. Oui, Natacha est en train de signer une traduction de son propre chef aussi chez Triptyque. Ça devrait sortir à l'automne, je crois. Edith est quelqu'un d'extrêmement occupé avec... est en train de faire un doctorat / un job à temps plein à l'Assemblée des Premières Nations. Comme... a probablement pas le temps de se tourner vers la traduction, mais c'est quelque chose qu'elle a adoré, là, le processus. On en parlait d'ailleurs. On est à Kwekwe, l'émission de radio, demain soir. C'est préenregistré. Oups, je n'étais peut-être pas supposée dire ça. Puis elle parle de son expérience et tout, comme quoi c'est ça, un espace de collaboration, de discussion autour d'un texte, de réflexion qui est très nourrissant puis transformateur. Comme je pense qu'en tant que traductrice, on gagne beaucoup des textes qu'on traduit. On en retire vraiment beaucoup quelque chose. Puis pour moi, c'est un honneur, en fait, puis un grand plaisir de partager ça avec d'autres gens. Mais c'est rare, là, cette formule-là est très rare. Est-ce que vous verriez traduire avec quelqu'un? Émilie, Benjamin? Could you translate with someone else? Like working on a translation with someone else? Because Ariane does it very often. Oh yeah, I translated 2 books with a friend.
You're still friends? C'était ma question, j'ai pas osé la poser, merci. Neither book got published. Oh. Though there were offers, financial offers, but you know, agents got in the middle of things. No, the translator and I were really very, very close, and it was fantastic, really fantastic, right? It's a great, it's great. It's a great experience. Why is it fantastic? Because, I'm sorry? Why is it fantastic to work with Because, someone? you know, one of us, in this case, Hardy gave me the first draft of one text, and gave me the freedom and the license to rework his translation. And then he went back and looked at my comments and changed his translation according to my suggestions and according to new ideas that came up, which is always what you look for. And in the other case, I did the first translation of a novel by Mempo Giardinelli, and Hardy went over it, and he had supposedly permission to publish actually both books, and you know, agents and publishers are nasty people. So Let's not talk about them. So I also wonder if I don't know how much time we have, but does the I'd like to ask Emilienne and Benjamin first. Est-ce que vous pourriez travailler? Est-ce que vous vous imaginez, parce que c'est rare cette configuration-là. Oui, en fait, je peux difficilement m'imaginer, mais je comprends comment ça pourrait faire une meilleure traduction, parce que quand il n'y a pas un traducteur qui traduit de la même façon, puis quand on met en commun toutes les traductions, comme on le fait souvent dans des salles de classe, on arrive avec chaque petit bout de traduction, on met ensemble les meilleurs bouts de chacune des traductions, puis on arrive à la meilleure traduction possible du texte selon les gens qui sont là. Mais étant donné comme je disais tantôt, mon rapport très personnel, je suis encore très égoïste avec mes traductions. Donc, quand je traduis un texte, c'est mon texte. C'est à moi, puis c'est à ma façon de l'interpréter, puis c'est ça que je veux qu'il apparaisse dans la traduction. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, je trouverais ça très difficile de travailler en collaboration, mais c'est pas... mais ça fait envie, hein? Quand Ariane en parle, ça fait vraiment envie, n'est-ce pas? Absolument, mais il faut savoir mettre son ego de côté. Ça, c'est une chose, puis accepter la critique et probablement être bon négociateur. Oui, puis vouloir y mettre le temps, j'imagine, c'est du temps. Trouver des gens avec qui on a des affinités, bien sûr. Comme encore une fois, c'est pas n'importe qui premier venu sur le trottoir. C'est des gens, il y a des conversations préalables avant de s'embarquer dans... tu bâtis une relation. Oui, vraiment. J'ajouterais peut-être par rapport à ça, puis ça résonne, là, ce que tu dis chez moi, comme quand on traduit quelque chose, c'est comme on se l'approprie, c'est à nous, ça devient notre truc, puis il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Mais j'avoue que moi, dans ma pratique, j'ai traduit beaucoup des auteurs marginalisés, donc en majorité des auteurs autochtones, puis que donc ce rapport-là est compliqué, je pense, de par ma position subjective, et donc d'aller justement défaire cet ego-là comme activement, c'est quelque chose qui est important pour moi, mettons, par rapport à ce que je traduis aussi. Puis j'ai traduit un livre d'une autrice britannique cette année, puis là, j'étais comme, c'est à moi ça. Puis, il n'y avait pas ce problème éthique-là, Fait que je voulais juste ajouter ça, mais... Benjamin, avec les 37, ça vous tenterait pas? Une traduction à 37 personnes? That would be a little chaotic, I think. On peut essayer? I've never really had the opportunity to collaborate, but I have published, I have translated self-published stuff before, and the translation was also self-published, and in that case, there was no one to look over my work. When I look back on that work, it really could have used somebody to look over it. So in that case, I could have used the collaborator. Or a publisher. Or a publisher, for sure. Like, the only person who could look over it was the original author, who in their cases, English was almost a non-factor. So it was a really poor quality translation. So yeah, I really could have used another translator to look at the work. Ça fait envie, vraiment. Ariane, on va t'emboîter le pas tous. Écoutez, il nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais laisser un petit peu de temps pour les questions du public. Je vous demanderai si vous avez des questions de les poser, d'abord, premièrement. Et puis d'indiquer à qui ça s'adresse plus particulièrement, si c'est le cas.
Et des questions brèves et pertinentes, comme vous avez certainement posé, oui. I'd like to go back to the theme of outside of the box or not there. Tous les traducteurs dans leur carrière ont été prémunis contre les belles infidèles, des traductions libres, jolies, mais loin du texte. And I'm amazed of the work of adaptation of the text that you did there, which is great. Nothing against it. But compared with the standard, Les Belles Infidèles and Watch Out, Don't Do That, I think the Belles Infidèles were more literary, beginning of the century, last century, whatever. Donc, si je regarde deux raisons pourquoi ce travail d'adaptation-là est fait, c'est peut-être parce que aujourd'hui, c'est difficile de vendre un livre puis on veut vraiment l'adapter au public, etc. Et on laisse libre le traducteur de faire des choses nouvelles. Ou bien c'est tout simplement un accident parce que vos traductions sont outside of the box, c'est-à-dire exceptional, different world, different kind of translation. Je ne sais pas si vous pensez que ce que vous faites est standard maintenant dans la traduction littéraire ou très particulier, accidentel. Au niveau de l'adaptation? À cause de l'adaptation qui est très loin du concept des belles infidèles, si vous voulez. Est-ce que vous parlez plus particulièrement du fait de carrément changer la fin du livre? Ça c'est extrême un peu, oui. Et je comprends qu'on doit faire face au défi de la traduction des textes marginaux. On doit inventer. Là, c'est outside of the box. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'idée de Belles Infidèles quand on regarde ça, on se dit, oh là là, comme traducteur, j'aurais les deux, j'aurais un démon et un ange sur mes épaules en train de me parler là, face au défi d'adapter un texte. Tous les traducteurs aimeraient se sentir libres de faire le travail que vous faites là, et c'est du travail magnifique, mais en même temps, c'est un petit peu loin de la norme, alors qu'on est prémunis des belles infidèles. Est-ce que c'est un concept ancien, les belles infidèles? Can I answer that? Please. I'm a very faithful translator. I really am. You changed the end of the book, please. Especially when I'm translating women writers, you know, the situation with this anthology was an exceptional situation where both the editor, who was a woman, and I perceived something that was faulty, because this was a compilation that a Spaniard had made of these folk tales and these fables. What I don't want to betray is the English language and the text in English. I don't want to come up with a version that is monochromatic and that puts off the reader. I want to seduce the reader. I want the reader to be seduced by the text, to want to read the text. So I'm interested in making the best possible text in the English language that I can do. As you know, I'll give you an example. Murakami gives his translators complete freedom to do whatever they want with his text. Murakami himself is a translator, and I've been told by Japanese readers that he's a hideous translator, that he's very plotting, he's very word for word, and he's very faithful in his translations. And that to me is very curious. You know, here's a guy who is all over the place, and he gives translators permission to go all over the place. But when he translates, he's very literal. Ariane, est-ce que les belles infidèles sont fanées? Mais je suis pas certaine de bien comprendre la question, parce que moi, ce que je fais, je considère que c'est exactement le contraire. C'est dans l'esprit. Belle infidèle. Puis c'est-à-dire, moi, à l'inverse de ce que David vient de dire, moi, la langue française, rien à battre, honnêtement. Tu la chiffonnes pas mal. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus justement, donc, je trouve que ça aurait été, par rapport à la question de l'écriture inclusive puis des pronoms, ça aurait été une belle infidèle que de façonner ce texte-là aux règles normatives du français, aux attentes des lecteurs, Une moche etc. infidèle. Comment? Une moche infidèle. Oui. Ça aurait été raté, en fait. Ben, c'est ça. Donc, c'est à ce titre-là, je trouve que, justement,
je suis pas fidèle aux règles du français, je suis fidèle à ce que l'autrice fait dans son livre. Donc, je sais, ça répond pas exactement à votre question, mais c'est plus comme ça que je me le figure. Puis ensuite, si les lecteurs sont séduits ou non, comme moi c'est pas ça mon objectif. Comme moi, j'ai fait mon travail, puis je considère justement en pliant le français, par exemple, à d'autres impératifs que ceux de la rectitude linguistique. Indiscipline, Ariane. Ben, Indiscipline, c'est son mot d'ordre. Ça devient quelque chose. Ça devient une discipline militaire. Aviez-vous quelque chose à ajouter? Non, j'allais juste dire, je suis très, très fidèle au texte. Les seules fois où j'adapte, c'est si traduire exactement ce qui est dans le texte ne va pas servir le texte pour un lectorat francophone. Donc, je vais l'adapter au lectorat francophone seulement quand c'est nécessaire. Sinon, je suis vraiment très, très fidèle au texte. Puis, c'est sûr que des fois, l'éditeur va dire, mais ou les réviseurs, la plupart du temps, vont dire, oui, mais en français, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Oui, mais si on le disait comme ça se dit normalement ou habituellement depuis des années en français, ça dirait pas ce que l'anglais dit, puis ça ferait pas, ça ouvrirait pas une porte vers une réflexion qui est pas qui est dans la façon dont c'est formulé, autant en anglais qu'en français. Et on perdrait l'étrangeté, qui est justement ce qu'on cherche. Aussi. Mais on perdrait tout, on perdrait la richesse, en fait, du texte. Oui, puis tu travailles en science-fiction, si j'ai bien compris, d'autant en fiction, puis en science-fiction, d'autant plus comme, mais c'est pas ça qu'on dit dans le vrai monde en français, yeah, that's not the point, comme, comme, on peut inventer ici, on est dans l'espace de la création, puis de pousser les limites du langage aussi, tant que c'est compréhensible, puis que le message passe, ou ce que je me figure qu'est le message, et ce que l'auteur voulait véhiculer, puis l'avantage d'avoir accès aux auteurs, c'est qu'on peut leur demander est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Parce que je vais pas me désamer à essayer de trouver quelque chose pour le faire rentrer, pour justement que ça cadre pas dans les règles normales du français, si c'est pas vraiment important. Puis des fois, c'était pas important. Des fois, c'est juste, non, tu changes-le si tu veux. OK. Le rapport avec l'auteur, c'est majeur dans vos deux cas. Benjamin, voulais-tu ajouter quelque chose? Rien à ajouter. On a d'autres questions. Oui? Est-ce que... Je ne vous vois pas parce que vous êtes dans le grand soleil, mais non, personne... Vas-y. Est-ce que la voix du traducteur s'entend plus dans les littératures marginales ou? Je crois pas. Je crois que en fait, la seule, comme je disais tout à l'heure, chaque traducteur va traduire. Si on donnait le même texte à 18 traducteurs, il y aurait 18 textes différents. Parce qu'on ne va pas faire les mêmes choix, parce que ce ne sont pas les mêmes choses qui vont ressortir pour nous dans le texte au moment où on le lit, au moment où on le traduit, parce qu'à cause de notre bagage, à cause de nos références culturelles, à cause d'un paquet de trucs. Mais le seul endroit où je verrais, où il y aurait des voix différentes, c'est si on prend en considération le lectorat. Par exemple, dans mon cas en particulier, Rich Larson, il y a un recueil qui est sorti en France avant que sorte celui qui est sorti au Québec. Et donc, Triptyque me dit, ce recueil-là, on va s'assumer en tant que Québécois. Donc, évidemment, je vais toujours traduire en québécois. Je suis québécoise, je ne peux pas enlever, faire sortir la québécoise de la traductrice. La traductrice va toujours être québécoise, même si je me force pour traduire en français. J'avais un prof qui disait Mid-Atlantic.
Mais je veux dire, je vais toujours avoir des références au français québécois. Mais sauf que ça s'est traduit plus dans les dialogues. Dans les dialogues, il y a plus de sacre, il y a plus oui, c'est ça. Donc, alors qu'en France, en fait, j'ai pas lu la traduction française, mais on m'a dit que c'était très différent à ce niveau-là. C'est un choix que tu as fait aussi, Ariane, hein? Le castor, oui, c'est bon, Maudit Calvaire. Oui. On lit-on Maudit Calvaire, ça, c'est dans Johnny Appleseed. Non, c'est là aussi. Ah, okay. À propos du castor, oui, tout à fait. Mais moi, je répondrais à ça que la voix de la traductrice est toujours là, en fait, puis qu'il y a la différence, elle est quand c'est assumé ou quand ça l'est pas. C'est-à-dire, même si tu me dis « Ah non, moi, je traduis, puis comme je m'efface complètement, je suis un véhicule neutre, non, c'est pas vrai. » Comme c'est jamais vrai. Puis je pense que le premier pas à faire en traduction, c'est d'entrer dans toute sa subjectivité assumée dans le projet, dans la relation. Donc moi, quand je me présente justement à mes auteurs, je vais leur donner des détails sur moi, qui je suis, je viens d'où, comme qu'est-ce qui m'a formé un petit peu, puis après on est capable de rentrer en relation, puis la traduction va être comme un résultat de cette relation-là. Puis sur la question du registre ou de la variété de français, par exemple, si on traduit vers le français, là, Émilie, tu parlais de traduire en québécois, mais c'est pas nécessairement un choix que, comme tu dis, qui nous revient, c'est-à-dire on est situé par rapport à la langue dans le monde, puis on a certaines ressources linguistiques qui nous sont accessibles, d'autres non. Puis ça c'est un choix en fait qui est fait dès le choix du traducteur, à mon sens. Puis moi, c'est ça que j'ai déjà dit à mes éditeurs, parce que là, Mémoires d'Encrier là, sont publiés en France aussi, puis ils aiment bien les Français là, parce que ça fait beaucoup d'argent en France. Puis c'est ça, comme on m'a déjà demandé de toner down certaines expressions québécoises et tout, alors qu'il y a une grande oralité, un grand vernaculaire dans ce que je traduis. Puis je leur ai répondu, ben vous aviez qu'à demander à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, oui, tout à fait. Donc ouais, c'est moins un choix actif que d'amener justement sa subjectivité, je pense, puis ouais, nos bagages avec nous dans ce qu'on fait. Ben là, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau pour moi, ça fait 1 an que je suis en Acadie, puis je le remarque déjà dans mon parler, puis dans certaines expressions que j'adore, du chiac et tout, puis je pense qu'effectivement, si je reste en Acadie, ça va s'inviter dans mes traductions absolument, éventuellement. Non. On n'a plus beaucoup de temps et on avait 2 personnes qui voulaient poser des questions. Pouvez-vous poser des questions courtes? Mais Ariane est par ailleurs une grande théoricienne, une grande amatrice de théorie de la... Ben oui, tu raffoles de ça, Ariane, voyons, de la théorie de la traduction littéraire. Est-ce que tu veux répondre? Oui, but if others want to go ahead, I'm happy to leave the floor. But so I'm a big fan of Jacques Derrida and Kate Briggs also. So theories that are a lot more open than what we're used to, or like non-prescriptivist, I guess, which is my problem with most like ethics of translation, like Venuti or Berman. Like I don't find those useful at all to practice translation, and this is something. So I did my undergrad and my master's in translation studies, and I started doing literary translation after my master's. And I was like, wow, I do not have the tools to do this, even though I had studied it, you know. And so, in my own approach to translation, actually, I turned to a lot of indigenous scholars and Black feminist scholars that don't talk about translation at all, but they talk about relationality, like
anti-colonialism, so like our ideas about language and how we can enter into ethical, consensual relationships with the land and each other. Like that's what informs my practice. Because I also work a lot with Indigenous authors, I think it's important to center these voices in what I do, even though it doesn't have a direct connection to translation. Intéressant, la traduction qui se nourrit d'autres sources que des réflexions sur la traduction. Mm-hmm. Une dernière petite question pour la route. It is very, very important. And I think what happened was there was a commemorative edition of El Señor Presidente that was published 2 years ago. And all these scholars and essayists contributed to the book. And I think that all of them reread El Señor Presidente, a book that they probably hadn't read for about 30 or 40 or 50 years, and rediscovered that all the essences that you find in, for example, the surrealism that you find, and the magical realism that you find in Garcia Marquez and Isabel Allende, all that is in El Señor Presidente. It's also the first dictator novel. So it can be compared to The Feast of the Goat, Yo el Supremo, ¿cómo se llama el de García Márquez? El Otoño del Patriarca, The Autumn of the Patriarch. And I think what you find in El Señor Presidente is all the initial elements of the boom that then came out 30 or 40 years later. It's also an amazing love story. It's a story of betrayal. It's a story of monomaniacal obsession of a president to destroy a country that's never named. We don't know it's Guatemala because Guatemala is never mentioned. So, you know, I think that Vargas Llosa and others were very much surprised in their rereading of this book. But I wanted to get back, if I could just very quickly answer your question. Jorge Luis Borges once said, don't translate what I wrote, but translate what I meant to write. And that to me was very liberating. But at the same time, many years later, I met a translator of Borges, a guy named, I think he's dead, so I can talk about the dead, Norman Thomas Di Giovanni. And he said in a forum, when I talk about Borges, it's as if Borges is here speaking. And I think that a translator can never make that kind of assumption. A writer is a writer, and a translator is always in second place or third place. The obligation of the translator is to make the author shine. So I think that it's not a good idea for the translator to put his stamp on a translation. And then finally, for your question about theory, I don't think theory, when you're actually confronting a text, matters. D.H. Lawrence, in Classical Studies of American Literature, he was asked in one of the interviews in one of those books, do you put your whole theoretical analysis of what goes into a great novel when you write your novel? And he said, hell no, I just write. And I think that the problem with theory is that theory can cripple you. If you can read theory and
your readings of theory is really interesting to me because it's really like somewhere else. If you can just let that be absorbed into you, but not direct the work that you do as a translator, then I think, or as a writer, because I think they're very similar. You know, I think you do best. So I think you can read Steiner, you can read all the theorists, Derrida also, but I think it's a separate discipline. Most of the people that write about translation are not translators. And when you're confronting the page, it's a completely different experience. Yeah, I'm thinking about Spivak's quote, that translation is the most intimate act of reading. Exactly. And also, I'm thinking also about, you know, your kind of focus on translation as a creative practice, rather than a practice that's based on technicality, that's based on theoretical underpinnings, which are often very distant from the act of translation itself. Thank you. Merci. Ça sera notre mot de la fin. Il me reste, on a déjà un petit peu débordé, il me reste à remercier les participants, Benjamin Hedley, Émilie Laramé, David Unger et Ariane Desrochers. Merci à Métropolis Bleu, bien sûr, et à l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada qui coparraine l'événement. Et merci à vous d'avoir été là, nombreux et attentifs. Je vous rappelle que les ouvrages qu'ont traduit les traducteurs et traductrices sont vendus à la librairie officielle du festival, la librairie Paragraphe Bookstore, à l'espace Gaudin, au-dessus, à l'étage au-dessus, à l'Hôtel 10, que les participants sont disponibles pour des dédicaces. Et je vous invite à assister à une autre table ronde qui aura lieu cet après-midi qui s'appelle « Dans le contexte, traduire les littératures des premiers peuples ». Je serai là. Et aussi Ariane, on suit notre petit bonhomme de chemin. Ça va être à 14h à la salle Jardin, entre autres nombreuses activités du Métropolis Bleu. Voilà, la dernière chose qu'on m'a demandé de vous dire, c'est n'oubliez pas vos affaires. Donc, bonne suite de festival.